Bienvenue dans le podcast de l'agence France Trésor, l'organisme en charge de gérer la dette et la trésorerie de l'État. Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée aux grandes voix de l'AFT, durant laquelle nous avons l'honneur et le plaisir d'entendre et d'échanger avec celles et ceux qui incarnent l'AFT depuis sa création en 2001, afin de partager leurs souvenirs, leurs expériences et leur vision de l'agence France Trésor. Après nous être entretenus avec Jacques Delarosière et Maya Attig dans les épisodes précédents, nous poursuivons notre série avec Sylvain Deforges, premier directeur général de l'AFT. Bonjour Monsieur Deforges, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Nous nous trouvons actuellement au 9e étage du bâtiment Colbert au ministère des Finances à Bercy. C'est un lieu que vous connaissez très bien pour y avoir été le premier directeur général de l'agence France Trésor. Pourriez-vous revenir sur le moment où vous avez appris qu'une agence allait être créée et que vous en prendriez la direction ? J'ai appris ça de façon surréaliste. Je n'avais absolument pas anticipé la création d'une agence. Le directeur du Trésor de l'époque me l'a dit un matin dans son bureau. Je l'ai fait répéter, tellement ceci me semblait improbable. J'ai eu un étonnement immédiat parce que c'était un bouleversement soudain de mon existence, à tous égards, en termes de métier exercé, en termes de relations avec de nombreuses structures et de très nombreuses personnes. Et puis ça bouleversait ma vie familiale, j'ai une famille nombreuse, nous vivions à Londres et nous étions très heureux d'y être. Une fois le choc passé, j'ai quand même été extrêmement surpris par deux éléments. Si vraiment il fallait révolutionner la gestion de la trésorerie et de la dette, c'était fondamentalement le plus improbable choix possible. Je venais de passer sur les 11 dernières années 9 ans à m'occuper de trésorerie et de la dette française, naturellement. 3 ans comme chef direct de la structure qu'il s'agissait de modifier profondément, 3 ans comme son N+1 et 3 ans comme son N+2. Et ceci avait 2 ans d'ancienneté. Donc vraiment, si on voulait changer les choses, il ne fallait surtout pas me demander à moi de les faire. C'était pour moi le reniement de ce que j'avais fait pendant 9 ans sur 11. Or, j'ai appris ce matin-là qu'au déjeuner qui suivait, le ministre allait annoncer la création d'une agence de la dette. Donc j'ai réussi à lever 2 points qui étaient pour moi 2 points clés, qui étaient que, 1, l'agence ne soit surtout pas indépendante. Et puis, deuxième point, et surtout pas dans le 8e. À l'époque, j'avais un portable. À l'époque, il y avait des bebop. À l'époque, on n'imaginait pas une visioconférence. Le mot n'existait pas, mais un webinar, c'était considéré comme de la science-fiction douce. Et donc, j'ai gagné 2 choses. 1, une agence pas indépendante, et 2, rester dans Bercy. Et quelles furent les répercussions à la suite de cette décision ? Ça a eu plusieurs conséquences intéressantes ou anecdotiques. L'agence non indépendante est un modèle qui a bien marché. C'était une innovation incontestable. Les juristes ont fait du ministère et hors du ministère, ont fait un joli travail. Ce service intérêt à compétence nationale était un mode de fonctionnement tombé en désuétude. Il était ranimé et copié assez vite, ou dupliqué assez vite, en commençant 2 ans plus tard par la création de ce qui est aujourd'hui l'Agence des participations de l'État, puis dans les années suivantes par pas mal de structures, dont Business France par exemple, ou ce type de choses, qui on trouverait qu'effectivement, c'est pas parce qu'on est bon qu'on doit être indépendant. Il ne faut pas confondre les exercices. Et la deuxième chose, c'est d'avoir avec le reste du monde une capacité à entretenir des relations normales, ouvertes, et désacraliser la problématique de la gestion de la dette. Pour moi, c'est ça l'essentiel. Vous faisiez donc face à un défi immense. Qu'est-ce qui vous a motivé ? Ce qui était passionnant, c'était la réforme administrative qui était ainsi possible. Au fond, on demandait de créer une PME de 30 personnes à l'intérieur d'un bâtiment et en accordance avec les personnes de 5000 personnes. Avec un appareil de droit lourd, des procédures complexes, des marchés publics dans tous les sens, pas recruter quelqu'un à l'extérieur, surtout pas si c'est parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être un des 5000 qui est capable de faire la chose qu'on a envie de faire. Et cette PME, comme toute PME, une bêtise, ça peut la tuer. Oui, il faut que le produit soit parfait parce que l'existence en dépend, au fond, quelque part. Et que l'erreur n'est pas forcément... encore une fois, vu les masses financières maniées ici,
n'est pas, c'est pas quelques centaines d'euros. Hein. C'est quelque chose qui immédiatement émeut. Ainsi, selon vous, qu'est-ce qui constitue l'ADN de l'agence ? L'ADN est dans l'orgueil, le sentiment d'une mission qui doit être absolument continue. Et c'est comme ça, j'en ai hérité et j'espère l'avoir transmis, la capacité innovative devant des environnements qui sont continuellement changeants et parfois dans des proportions colossales. Et parfois de façon radicalement inattendue. Je vais prendre un exemple. Les jeunes gens de France sont partis la fleur au fusil pour Berlin en septembre 1914 en pensant qu'ils en avaient pour 3 mois. Mais chacune des guerres, ou des pandémies, typiquement la grippe espagnole, ont conduit les gestionnaires de la trésorerie à modifier leurs procédures, à innover. Et ça, l'AFT l'a profondément dans son ADN, et je crois vraiment depuis toujours, c'était vrai du bureau 1 à Rivoli, c'était vrai de l'historique bureau du mouvement des fonds rive gauche sous l'Empire. Et il se trouve que ça marchait, ce qui débouche sur cet orgueil d'être au Guinness des records, la structure d'État souveraine qui n'a pas fait défaut depuis le plus longtemps. D'après les études américaines très poussées, effectivement, la dernière fois que la France, quelle que soit la forme de la Constitution, la dernière fois qu'elle a fait défaut, c'était il y a 223 ans. Dans la langue de l'époque, on disait que c'était le 9 Vendémiaire en 6, ce qui, dans notre langue aujourd'hui, c'est le 30 septembre 1797. Ça fait 223 ans. 223 ans que tous les ans, tous les mois, toutes les semaines et même tous les jours, la trésorerie de l'État fait ce qu'elle s'est engagée à faire, payer un salaire, envoyer une subvention, respecter un traité international. La quasi-totalité des États aujourd'hui ont fait des défauts après. Si je comprends bien, l'État doit être capable de faire face à n'importe quelle situation. On parle de la dette Covid. Il y a un cataclysme de grande taille. L'État fait ce qu'il doit faire, quoi qu'il en coûte. Résultat, il s'endette. Et résultat, on se dit, mais comment on la traite, cette dette ? Aujourd'hui, le Covid, avant-hier, la guerre. La particularité de la République, aujourd'hui, c'est qu'elle n'a jamais contraint ses créanciers, avec le couteau sous la gorge ou un autre moyen, à accepter une modification des termes de la dette. Et la France a chaque fois proposé des aménagements, des rachats, un débat, mais n'a jamais exercé une violence d'État pour contraindre l'un de ses créanciers à admettre un réchelonnement, pour prendre un terme brutal et imposé. C'est notre orgueil, et c'est dû à cette capacité innovative constante. Et je crois que c'est ça l'ADN. La deuxième chose, le fil rouge, c'est la trésorerie. En anglais, on dit « cash is king ». Le cash est la mère de la bataille. Pour payer ce qu'il faut, comme on s'est engagé à le faire, il faut s'endetter. Mais quand je le dis comme ça, on voit bien que la dette est un produit et non pas l'origine des causes. L'origine des causes, c'est je paye ce que je dois quand je dois le faire. Il faut que je m'endette ? Ok, je m'endette. La dette est pour moi la fille aînée de la trésorerie. On peut faire la relation avec un rapport avec ce que tant de nos compatriotes ont connu depuis toujours. Je parle des entreprises. Tout dépôt de bilan commence par un petit passage au tribunal de commerce. Et c'est sur un défaut de paiement qu'on fait faillite. Ça c'est toujours été vrai. Et tout patron de PME comprend instantanément ce que je dis là. Mais depuis notamment 15 mois, tant de ménages, tant de familles, tant d'étudiants, tant de structures ont la même préoccupation du cash. Bien sûr, les fins de mois, chacun sait qu'elles peuvent être difficiles. Mais là, ça a été, je pense, pour probablement des millions de Français, la fin de tous les mois, qui a été difficile depuis maintenant 18 mois. Ce que je voudrais que les auditeurs de ce podcast retiennent, c'est que l'État a exactement le même impératif que tant d'entre eux portent. Payer ce que je dois. Et s'il faut m'endetter parce qu'il faut bien que je paye ce que je dois. À manger à mes enfants, par exemple.
Et donc, la capacité à s'endetter est quelque chose d'une infinie valeur lorsqu'on se trouve dans des situations difficiles. Je voudrais que les auditeurs comprennent que ce sentiment-là de l'urgence, de la nécessité ou de la détresse, même de la détresse, il arrive à l'État lui-même de le ressentir. Pour finir, Monsieur Deforges, pourriez-vous nous confier votre vision de l'avenir de l'AFT et l'évolution de son rôle ? D'abord, je suis dehors depuis 20 ans. Et c'est long, 20 ans. Et c'est devenu encore plus long ou lointain depuis à peu près 15 mois sous l'effet des conséquences économiques, financières et surtout politiques des 15 derniers mois. Ça commence début mars 2020. C'est une première évolution. Les décisions qui ont été prises à ce moment-là par la BCE, je crois qu'elles sont même antérieures à la décision du confinement, notamment en France et dans la plupart des États européens. Cette décision de maintenir des taux d'intérêt très 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 bas, j'allais dire pour plus longtemps que personne ne pouvait l'imaginer, l'avant-veille. La déclaration a été très très étonnante. Peu de temps après, fin mars 2020 toujours, le quoi qu'il en coûte si célèbre prononcé par le président de la République du mois de juillet 2020. En 3 mois, 4 mois, ce sont 3 piliers du temple qui vacillent et qui, de façon qu'on ne pouvait attendre, se déplacent significativement en créant un monde de ce point de vue-là qui n'est pas le précédent. Le premier pilier, donc, c'est l'UEM. La seconde, c'est en France la loi organique sur les finances publiques, que le quoi qu'il en coûte bouleverse complètement. Et la troisième, c'est le traité de Rome lui-même, dont l'un des cœurs était l'interdiction formelle faite à la communauté européenne elle-même de s'endetter pour quelque raison que ce soit. L'endettement de par le traité de Rome, 1958, est porté par les États membres, mais en aucun cas par la structure qui est soit fédérale, soit confédérale, selon la façon dont on la regarde. Une fois qu'on a dit ça, je me demandais qu'est-ce qui pourrait... comment ça se passera dans les années suivantes. C'est un peu compliqué. C'est faire Madame Soleil, quelque part. Ce dont je suis sûr est la chose suivante. La trésorerie est nécessaire tant qu'il y aura une France. Image caricaturale, pour moi, le trésorier de la République est l'avant-dernier agent public. Puisqu'il faudra bien payer le dernier mois le salaire du dernier président de la République française. C'est une caricature, mais cette fonction, encore une fois, est éternelle dans le passé et le sera dans l'avenir, aussi longtemps qu'il y aura une France, ce dont je ne doute pas. Merci, Monsieur Deforges. C'est la fin de ce 3e podcast dédié aux voix historiques de l'Agence France Trésor. Merci à Monsieur Deforges de nous avoir donné de son temps pour la réalisation de cet épisode et merci à tous pour votre écoute. Les podcasts de l'AFT sont disponibles sur YouTube et Dailymotion. Pour plus d'informations sur les activités de l'Agence France Trésor, n'hésitez pas à consulter notre site internet www.aft.gouv.fr. Ceci est un message du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance.